Bonjour à tout le monde, merci d'être venu. Donc on va démarrer cet instant métier sur le transport et la logistique. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce secteur? C'est un secteur qui, même s'il n'est pas tellement connu, hein, la preuve c'est qu'il n'y a pas un public énorme. On sait bien que c'est un thème qui draine moins de monde que le secteur commercial ou le secteur de l'informatique, etc. Mais néanmoins, justement parce qu'il n'est pas connu, on a voulu faire cet instant métier sur ce secteur, parce qu'à l'heure de la mondialisation de l'e-commerce et du tourisme, le transport et la logistique sont plus que jamais au cœur de la stratégie des entreprises. Alors la diversité des profils se retrouve à travers plusieurs dizaines de métiers qui en gros sont répertoriés dans 5 domaines d'activité. Vous me corrigerez tout à l'heure si vous n'êtes pas d'accord. Donc le rail, la route, le maritime, le fluvial et la logistique. Alors pour parler de ce secteur aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous en parler plus que ça. Nous avons un certain nombre d'intervenants. Donc Madame Laetitia Fell, qui est assistante scientifique à la direction européenne de la qualité des médicaments et des soins de la santé au Conseil de l'Europe. C'est compliqué, mais elle vous expliquera ce qu'elle fait. Monsieur Arnaud Géneret, qui n'est pas encore là, qui s'occupe de transport routier, je pense, mais il vous expliquera s'il arrive jusqu'à nous. Je présente les intervenants dans l'ordre alphabétique, hein, pour vexer personne. Monsieur Roland Lehmann, qui lui est aussi au Conseil de l'Europe et donc déclarant en douane, a fait une carrière dans ce domaine-là. Et donc jusqu'à la fin de sa carrière, il était donc au Conseil de l'Europe dans un secteur qui s'appelle privilèges et immunités. Vous nous expliquerez ce que c'est. Monsieur Minguez, Monsieur Éric Minguez est assureur assureur dans le transport et la logistique à AEMM, donc assurance maritime et fluviale. Et enfin, Monsieur Rognon, Jean-Yves, est consultant dans l'organisation des transports urbains. Voilà. Alors on va commencer par parler de tous ces parcours et ces activités. Alors peut-être première question à l'ensemble des intervenants, comment en êtes-vous arrivé là? Parce que c'est vrai que chez les élèves, souvent on a l'impression que on fait un diplôme, hein, il y a par exemple un DUT, transport et logistique, et puis après on travaille forcément dans ce domaine-là. Mais quelquefois c'est un peu plus compliqué que ça, et je pense que si simplement les 4 intervenants qui sont là racontent brièvement leur parcours, vous verrez qu'on peut choisir des chemins divers et variés pour arriver au transport et à la logistique. Voilà. Alors, je ne sais pas, monsieur... Oui, bonjour, merci d'être présent. Donc, je m'appelle Éric Minguez, j'ai un cabinet d'assurance maritime et fluviale, donc, qui est installé sur Strasbourg depuis plus d'une vingtaine d'années. Et comment j'en suis arrivé là? Donc j'ai d'abord effectué donc des études de droit qui m'ont amené à avoir, à l'époque on appelait ça un DESS de droit des assurances. Je crois que maintenant on appelle ça un Master 2 ou quelque chose comme ça, dans le droit des assurances. Et à la fin donc, de mes études, je suis rentré comme chef de contentieux dans une compagnie d'assurance maritime. Donc j'ai démarré tout de suite, donc j'avais 25 ans, comme chef de contentieux. Par la suite, je suis devenu directeur régional donc de compagnie d'assurance maritime encore, ici sur Strasbourg. Donc j'ai fait ce qu'on appelle les Big Three, donc les 3 grandes assurances françaises, où j'ai à chaque fois été directeur régional. Et il y a quelques années, j'en ai eu un petit peu marre de travailler pour les autres, et je me suis mis à mon compte. Et en tant qu'assureur, donc je me suis demandé est-ce que j'allais faire ce que tout le monde fait, est-ce que tout le monde sait, enfin ce que vous imaginez, c'est-à-dire assurance automobile, assurance de la maison, c'est pas mon métier. Je ne sais pas faire ce genre d'assurance. Et donc je me suis lancé dans ce que je savais faire, donc qui était l'assurance maritime. Alors à Strasbourg, pourquoi l'assurance maritime?
on est une région qui est exportatrice et importatrice. À partir du moment où il y a des camions, à partir du moment où il y a des conteneurs qui partent à l'export, qui rentrent également donc à l'importation, l'assureur maritime, et on y viendra un petit peu plus tard, l'assureur maritime a toute son utilité, puisqu'il n'y a pas d'opération d'exportation ou de transport sans assurance. L'assurance est primordiale. Donc ça, on ne le voit jamais, mais l'assureur est toujours là pour payer le sinistre. Lorsque vous avez un bateau qui prend feu, et ça arrive relativement souvent, lorsque vous avez un incendie à bord d'un bateau, il y a toujours un assureur maritime qui va payer et les dommages au bateau et les dommages à la marchandise. Et ça se chiffre en dizaines de millions d'euros, voire ou centaines de millions d'euros ou de dollars. Donc mon activité, donc, comme je vous disais, donc, est ici donc, basée sur Strasbourg. Par contre, au niveau clientèle, j'ai des clients dans la France entière, j'ai des clients également à l'étranger. Et je suis extrêmement, comment dire, mon travail m'amène à voyager également beaucoup. La semaine prochaine, donc je suis à Amsterdam pour aller expertiser un bateau que je dois assurer dans les prochaines semaines. Donc c'est quelque chose donc, qui est très vivant, qui bouge tout le temps. Je n'ai jamais la même réponse à une demande, donc il faut être extrêmement curieux. Ne pas croire que c'est un travail donc entre guillemets de fonctionnaire. Je ne fais pas mes 35 heures, hein, j'en fais nettement plus, mais c'est quelque chose de passionnant. Donc je me suis passionné pour mon métier, pour mon job, et je voyage également, comme je dis, je voyage par mes dossiers, lorsque j'ai des dossiers, des affaires à assurer. Donc je voyage avec ma marchandise, avec mes clients, ce qui est extrêmement enrichissant. Il faut être très très fort en géographie également, mais on l'apprend au fur et à mesure. Donc voilà. Merci, M. Minguez. Bonjour à tous, Laetitia Fell, Direction européenne, la qualité des médicaments et soins de santé, dit EDQM. Donc je suis en fait assistante scientifique à la section achat de l'EDQM. Je suis en fait les approvisionnements pour les différents programmes internationaux de recherche et je gère la conformité douanière au niveau des imports, exports et des flux intracommunautaires pour cette direction. Comment j'en suis arrivée là? En fait, moi, c'était une reconversion. J'ai été d'abord, mon premier métier, c'était pépiniériste. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai décidé d'évoluer. J'ai décidé en fait de reprendre mes études. J'avais 23 ans et j'ai fait en fait l'IUT de Mulhouse, donc le DUT gestion logistique et transport, et la licence professionnelle LEPO, qui est donc études et organisation en logistique. J'ai fait toutes ces études en alternance. Il faut savoir qu'en fait, les métiers de la douane, et mon collègue ici présent vous en parlera aussi, ce sont des métiers de terrain. Donc en réalité, vous avez très peu de diplômes vis-à-vis de la douane. Vous avez uniquement un diplôme de branche et à la rigueur, de ce que j'en sais, un master droit douanier. Mais la plupart des gens dans le domaine de la douane sont en fait issus d'un diplôme gestion logistique ou d'un diplôme commerce international. Donc si vous êtes intéressé par ces types de métiers, vous serez en fait formé sur le terrain. Donc moi j'ai été formée en fait durant mes études en alternance. D'abord chez un grossiste spécialisé en espèces aquatiques vivantes, ensuite en cabinet conseil, en commerce international et douane. Et par la suite, donc, j'ai intégré le DQM pour gérer tout ce qui est approvisionnement. Ce sont des métiers, moi en fait j'ai double casquette, j'ai toujours eu double casquette. Vous pouvez être en fait uniquement en douane ou uniquement en approvisionnement. Vous avez tout à fait la possibilité d'avoir un seul poste. Moi j'ai toujours géré en fait d'un côté des réglementations et de l'autre des imports ou des exports. Donc techniquement, ce sont des métiers où vous serez en fait en contact permanent avec d'autres pays. C'est très intéressant, vous découvrez beaucoup de cultures, vous découvrez beaucoup de personnes différentes. Ce sont des métiers où vous avez besoin d'être très organisé. Et donc c'est vraiment quelque chose qui moi m'a plu dans ma reconversion en fait. C'est pas un métier où vous devez commencer forcément très tôt. Faut vous dire qu'on est dans des générations où on a le droit d'évoluer, de changer et de découvrir d'autres secteurs d'activité.
Je vais peut-être laisser parler mon collègue Roland Lehmann. Est-ce que, juste peut-être avant de passer la parole à M. Lehmann, vous pourriez dire peut-être un peu plus concrètement comment se passe une semaine type, je ne sais pas s'il y a des semaines types, mais comment pourrait se passer une semaine que verraient les quelques étudiants et lycéens qui sont là s'ils étaient à côté de vous pendant quelques jours? Alors moi j'ai la chance de ne pas réellement avoir de semaine type, étant donné qu'on est dans des cas très particuliers, des situations très particulières. En fait, dans la semaine, pour mon poste à moi, donc double casquette, vous aurez des contacts quotidiens avec des fournisseurs dans tous les pays du monde. Vous devrez en fait gérer les approvisionnements. Donc techniquement, en fait, il y a un besoin client qui se créera au sein de votre organisation ou de votre entreprise. Un autre secteur, que ce soit le secteur de la production, que ce soit le secteur des achats, etc., viendront vous voir, vous devez dire on a besoin de ça. Donc vous devrez vous mettre en contact avec les fournisseurs pour voir qui peut fournir, vous approvisionner. Vous avez en fait les acheteurs qui vont négocier les prix. Et donc vous devrez cadrer en fait toute la partie réglementaire, parce que si c'est à l'étranger, vous aurez en fait la question de l'exportation à l'étranger. Donc les normes et s'il y a des taxes d'exportation, ça rentrera aussi dans le calcul des prix. Vous devrez gérer en fait tout le transport, comment vous approvisionner. Suivant le type de marchandises que vous avez des contraintes très spécifiques. Travaillant en pharmaceutique, en fait, j'ai des produits qui peuvent être à -20, -80, sous azote liquide. Je peux avoir des produits qui ont des particularismes au niveau hygrométrique et d'autres au niveau de la sensibilité au soleil. Donc vous devez gérer en fait et choisir vos transporteurs en fonction de type de marchandises que vous avez à transporter. Vous avez aussi la question du délai. Comme je précise, j'ai des marchandises à -80, à -20. Donc vous avez un délai maximal de transport obligatoire. C'est pareil quand je travaillais en animaux vivants. Et donc, parallèlement à ça, on doit vérifier toutes les réglementations. Est-ce qu'il y a des normes? On parle en fait en douane des questions de barrières non tarifaires, parce que souvent on pense aux taxes, en fait, aux droits de douane et à la TVA, mais en réalité, les douanes ne sont pas que cela. Il y a aussi toute la question des barrières non tarifaires, qui sont en fait les normes. Vous le voyez avec la norme CE, vous le voyez aussi avec des réglementations à l'import. Et donc, toutes ces normes doivent être contrôlées pour pouvoir faire rentrer votre marchandise sur le territoire de l'Union européenne. Donc inévitablement, vous avez beaucoup de réglementations à surveiller et à suivre au quotidien. C'est un travail en fait en constante évolution. Donc quotidiennement, il y a une veille réglementaire à réaliser. Il y a un nouveau code des douanes qui va sortir cette année. Il y a des évolutions par rapport aux questions de développement durable. En tant que personne à l'international, on se doit aussi de veiller en fait, à la protection des personnes, des animaux et de l'environnement quand on gère les questions douanières. Donc il y a des normes par rapport par exemple à la couche d'ozone, il y a des normes aussi par rapport à tout ce qui est pollution de l'environnement, de l'eau, s'il y a un risque pathogène, de ne pas faire entrer en fait des insectes, des virus, etc. sur notre territoire afin de protéger la population. Donc ce sont toutes ces questions-là en réalité que les gens ne réalisent pas réellement par rapport aux métiers de l'international et spécifiquement les métiers de la douane. Et donc mon quotidien, c'est de veiller et d'assurer ces réglementations tout en assurant le bon approvisionnement pour les programmes de recherche. Donc je peux être en contact avec des vétérinaires de la douane, je peux être en contact avec des scientifiques, avec des experts dans le monde, avec des fournisseurs de laboratoires pharmaceutiques. Voilà, en soi, c'est un panel en fait où vous parlez essentiellement anglais, très honnêtement. Ça s'apprend, hein, vous pouvez évoluer en anglais sur le terrain, il n'y a aucun souci. C'est un métier, voilà, il n'y a jamais de journée type. Vous pouvez toujours avoir un problème de transport, vous pouvez toujours avoir un blocage en douane qu'il faut immédiatement gérer. Donc c'est pas en fait des métiers, par contre, il faut faire attention, c'est pas des métiers où vous êtes aux 35 heures.
Ce sont des métiers où vous devez être disponible, vous devez gérer l'immédiateté et s'il y a un souci, vous devez être là. Donc c'est vraiment des métiers où si vous êtes intéressé si vous êtes curieux, si vous voulez voir l'international, c'est des métiers où votre journée quotidienne n'est jamais réellement quotidienne. C'est la seule chose que je peux dire. Merci Madame Fell. Monsieur Lehmann peut-être? Voilà. Alors moi j'ai eu un parcours un peu atypique puisque premièrement je suis pas le doyen, j'ai pris ma retraite il y a 3 jours, c'est récent, donc ça prouve quand même que dans les métiers on arrive à vieillir malgré le stress et dans de bonnes conditions liées au métier, donc pas de crainte, mais c'est vrai que dans le métier déclarant douane il y a plusieurs facettes. Il y a l'aspect premièrement de la curiosité, je ne reviendrai plus comme expliquait Laetitia, l'aspect d'être disponible et l'aspect d'avoir des clients en face de nous qui peuvent revêtir plusieurs formes. Le métier déclarant douane, vous allez le retrouver dans le cadre, admettons, des transports classiques. Ce sont les transporteurs, les logisticiens, maritimes, terrestres, aériens. Donc eux, leur travail, c'est de fluidifier le trafic dans le cadre des réglementations douanières, les réglementations sanitaires. Vous avez après les métiers des déclarants douane plus ciblés, c'est-à-dire que en fonction de la catégorie de l'entreprise, vous allez devoir vous spécialiser, puisqu'un déclarant douane qui va traiter de l'atome ne va pas avoir le même comportement professionnel que le déclarant douane générique qui traite tous les dossiers, que le déclarant douane dans une entreprise spécialisée dans les laboratoires pharmacopées. Ça veut dire que nos clients peuvent donc revêtir certains aspects plus spécifiques. Et le déclarant douane devra avoir cette ouverture d'esprit de comprendre la réglementation douanière, puisque ce sont des normes de protection en Europe, de l'appliquer et de conseiller son client pour permettre la fluidifier du trafic. Ça, c'est important. Ensuite, on a une grosse responsabilité, puisque toute la responsabilité va être sur les épaules du déclarant douane. Il faut savoir qu'il y a quand même l'aspect pénal derrière. Vous engagez la responsabilité, la vôtre, et la responsabilité de votre client. Donc, moi, dans mon cas, c'est le Conseil Europe. J'ai donc un cursus professionnel générique au départ, puisque j'ai commencé à 14 ans, sur une base d'expert comptable. Je refais des études pendant 2 ans pour réintégrer après le régime diplomatique en interne. En sachant que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à vous, puisque du fait du Conseil de l'Europe, on travaille avec le Parlement européen, j'ai donc été dans cette phase de migration énorme qu'a connue notre société dans le domaine douanier, concernant l'espace Schengen de 1993. Donc j'ai connu la douane avant 1993, j'ai contribué en partie pour la mise en place de cette espèce Schengen aujourd'hui, et j'ai pu en même temps pratiquer mon métier dans le cadre de ce qui a été mis en place en amont. Donc c'est quelque chose, une double casquette qui est assez extraordinaire et rares sont les personnes qui ont pu profiter de cette évolution et de cette expérience. Et j'en suis très content. Mais ça veut dire qu'il y a effectivement une disponibilité, une écoute, un engagement personnel, il ne faut pas compter ses heures, une disponibilité, une responsabilité. Mes contacts à moi sont effectivement les douaniers, mais également tous les ministères des Affaires étrangères, puisque dans le cadre des déclarants douane dans le régime diplomatique, nous avons une autre facette, qui sont la Convention de Vienne, les accords de siège, un petit peu barbares, etc., ces textes-là. Mais c'est encore une fois une réglementation supplémentaire par rapport au code des douanes qu'il faut gérer. Donc on a le code des douanes en droit commun, vous remettez encore une fois le particularisme des entreprises en fonction de leur activité d'entreprise et encore une fois de leur situation juridique et morale de l'entreprise qu'il faudra gérer. Donc vous voyez, il y a une richesse extraordinaire dans ce métier et constamment être à l'écoute, il n'y a rien qui est figé. Le matin, vous allez au travail, vous ne savez absolument pas ce que vous allez faire, vous ne savez absolument pas ce qui va se passer. Vous ne pouvez surtout pas vous installer dans un train-train, dans un ronronnement tranquille. C'est constamment la course à l'information, la vérification des informations et surtout, ne pas bloquer le flux de votre client. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut que votre transporteur, qui veut continuer à travailler, il ne faut pas que son camion soit bloqué. Votre chaîne d'usine dans l'industrie, il ne faut pas qu'elle s'arrête de travailler pour des raisons de réglementation. Donc, la réglementation a été mise en place, douanière et européenne, pour aider ce flux et une fluidité de ce trafic-là. Mais à vous d'être à l'écoute, de préconiser les meilleures procédures pour ne pas bloquer le système. Du coup, vous retrouvez avec, toujours entre deux chaises, entre la réglementation contraignante, les demandes de votre client, et souvent les deux ne sont pas, sont plutôt opposables, mais pas complémentaires.
Donc à vous constamment de trouver le bon équilibre pour que ça fonctionne, tout en respectant donc les intérêts des uns et des autres. Merci. Alors, après les échanges internationaux, les questions d'assurance, on va revenir à quelque chose de plus proche peut-être, et notamment donc la gestion des transports urbains, si j'ai bien compris, Monsieur Rognon. Oui, merci. Alors, en ce qui concerne mon parcours, il y a une vingtaine d'années, un tout petit peu plus d'une vingtaine d'années, j'étais comme vous, j'étais ici aux Journées universitaires. J'ai même tenu le stand du diplôme que je préparais à l'époque, donc le DUT Gestion Logistique et Transport. Par rapport à mes collègues à l'époque étudiants, j'avais peut-être un avantage sur eux, c'est que j'avais attrapé le virus du transport pendant mes années lycée. Donc je savais que c'était dans le domaine du transport que je voulais faire mes études. Donc c'était un petit peu plus facile de trouver, je dirais, des formations adaptées à ça. Et je l'ai trouvé avec le DUT Gestion Logistique et Transport. L'avantage, c'est que vous avez une formation multimodale. Et au-delà, commerce international, douane, etc., vous en faites. Ce type de diplôme DUT vous donne aussi la possibilité, vous donne des outils, vous donne des moyens, même physiquement, sur place, si vous avez des projets, même personnels, de pouvoir les faire. Et c'était un petit peu mon cas, sachant ce que je voulais faire, et particulièrement évoluer dans le domaine du transport urbain de voyageurs, j'ai pu piocher et trouver ce que je voulais dans ce diplôme. De plus, ce sont des diplômes qui font intervenir beaucoup de professionnels, ce n'est pas que de la théorie, ce sont des diplômes qui vous offrent au moins pendant les 2 premières années de faire 2 stages en entreprise, ce qui n'est pas rien. Si vous ne savez pas trop encore dans quel domaine du transport vous voulez évoluer, vous avez la possibilité de vous tromper, c'est-à-dire d'aller dans des entreprises, de voir comment ça marche, de voir si ça vous plaît ou pas, etc. Et ça, je ne crois pas que ça puisse exister beaucoup ailleurs. L'avantage aussi du DUT, c'est qu'après ces 2 ans à l'époque, aujourd'hui, ça vous offre une licence professionnelle. Aucun de mes camarades s'est retrouvé en plan. Certains ont continué, ça a été mon cas dans la formation, d'autres ont été embauchés tout de suite dans des entreprises de transport. Bref, personne n'est resté sur le carreau. Et c'est vrai que c'est un monde, comme l'intitule ces journées, donc le transport, un monde en accélération. C'est vrai qu'il y a des besoins, d'énormes besoins. Et aujourd'hui, je veux dire, le transport, vous avez une formation de transport, vous pourrez toujours vous en sortir. Pour ce qui me concerne, donc, souhaitant évoluer dans le domaine du transport de voyageurs, le domaine de transport urbain, j'ai poursuivi mes études. J'ai fait une autre formation donc à l'époque qui vous emmenait au niveau maîtrise, qui était une école de transport. Et puis, ce qu'on appelle aujourd'hui un master, donc à l'époque un DESS spécialisé dans le transport urbain de voyageurs. Il y en a quelques-uns en France. Donc, si vous voulez vous spécialiser ensuite dans le domaine du transport, voire dans le domaine de la logistique, c'est vrai que les écoles se font de plus en plus spécialisées, de plus en plus rares. Il faudra aller certainement dans d'autres régions. Ce qui est intéressant dans le domaine du transport aussi de voyageurs, transport urbain de voyageurs, c'est que derrière, vous avez 3 composantes dans cette profession. La composante que tout le monde connaît, ce sont les exploitants, c'est la CTS ici. La plupart d'entre vous ont pris le tram pour venir ici. Bon voilà, on a d'un côté les exploitants. Derrière, pour dire aux exploitants quelles offres de transport ils doivent réaliser, l'organisation des transports relève des pouvoirs publics. La CTS ne fait pas ce qu'elle veut. Donc c'est l'autorité organisatrice. Donc l'Eurométropole, la communauté urbaine de Strasbourg, ce sont les élus qui décident du niveau d'offre de transport. Ce sont les élus qui décident du mode de transport. Est-ce qu'on met des bus? Est-ce qu'on met un métro? Est-ce qu'on met un tramway? Est-ce qu'on fait des prolongements? On les fait passer où? C'est aux élus de décider. Ils s'appuient pour ça aussi sur la 3e composante de la profession, donc qui sont les bureaux d'études, qui eux ont un savoir-faire d'ingénierie très pointu et qui sont là, c'est mon cas, pour conseiller les autorités publiques qui, après, demandent à exploiter le service de transport. Donc, après mes études, fort de ce que j'ai pu acquérir, notamment en DUT, j'ai pu évoluer pendant une dizaine d'années, soit auprès d'entreprises de transport, un petit peu partout en France. J'ai pu évoluer aussi auprès d'autorités organisatrices, donc c'était à la région, et puis auprès de bureaux d'études. Et après avoir
voyager dans ces métiers, au bout d'une dizaine d'années, comme mon confrère, j'ai décidé de créer ma propre structure et voilà, depuis une dizaine d'années, donc j'exerce en solitaire pour justement apporter mes compétences auprès de collectivités qui en ont besoin. Merci, Monsieur Rognon. Donc, est-ce que, pour poursuivre cette table ronde, cet instant métier, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous jugez important à l'heure actuelle en termes de formation de base? Parce que vous avez parlé de vos propres parcours. Bon, le DUT est très nettement représenté ici, mais est-ce que c'est le conseil que vous donneriez encore aujourd'hui, après l'expérience que vous avez accumulée, de commencer par un DUT si on s'intéresse au domaine du transport et de la logistique, ou de commencer éventuellement par autre chose? Voilà. Je ne sais pas qui veut s'exprimer. Je peux reprendre, on peut partir dans l'autre sens, comme ça on restera un petit peu dans le même domaine du transport de voyageurs. Oui, comme je vous l'ai un peu dit à travers mon parcours, je le recommande parce que à l'issue de ce DUT, vous avez la possibilité de faire une licence professionnelle. Donc en 2 ou 3 ans, vous pouvez décider d'être opérationnel dans le domaine du transport si vous avez eu un intérêt pour tel ou tel type de transport. Donc vous pouvez vous rapprocher d'une entreprise. Donc vous avez la possibilité d'intégrer tout de suite le monde du transport. Et une fois que vous avez le pied dedans, c'est beaucoup plus facile pour évoluer, voire pour reprendre des formations derrière. Il y a dans le domaine du transport tout un tas d'écoles aussi qui sont faites pour les professionnels et qui vous permettent d'acquérir tout en travaillant donc je dirais des compétences qui vont vous permettre d'évoluer au sein de votre propre entreprise ou vers d'autres domaines. Donc pour moi ça me paraît idéal parce que c'est un tremplin soit vers un métier, soit vers une autre formation si vous voulez vous spécialiser. C'était mon cas. Donc ça ne m'a pas empêché ensuite de faire des études jusqu'au bac plus 5 parce que j'en avais envie. Ça ne m'a pas du tout empêché de le faire. Donc je le recommande fortement. Effectivement, j'irai dans le même sens. Plus il y a de spécificité au niveau des diplômes et des spécialisations à la base, plus facilement vous aurez des atouts et des cartes en main pour pouvoir intégrer le métier des transports. Comme vous avez vu, nous sommes d'origines diverses culturellement, nous exerçons le même métier sous différentes formes dans la même branche, logistique et transport. Mais plus vous avez des diplômes et de formations à la base spécialisées, pointues, plus vous aurez une chance de pouvoir évoluer dans le milieu des transports, puisque le transport, il est au contact de cette spécialisation, de ces métiers-là. Donc, allez au plus loin possible, spécialisez-vous dans un domaine. De toute façon, dans le domaine de la logistique et du transport, vous retrouverez ces métiers automatiquement. Et plus vous avez de bagages et de connaissances à la base, plus vous allez pouvoir vous former et évoluer dans le sein du cursus du monde du transport et de la logistique, soit vers des assurances, soit pour les conseils au transport, soit pour les déclarants en douane. Donc votre spécialisation va vous permettre d'embrasser une carrière multimodale au sein d'une culture de transport et de logistique. Et vous serez beaucoup plus facilement à l'aise, d'autant que vous aurez cette capacité et cette méthode d'adaptation et d'apprentissage à la base. Donc allez-y, formez-vous au maximum. C'est là le gage d'une meilleure vie professionnelle dans le domaine du transport et de la logistique, puisque vous aurez une possibilité de carrière ouverte après. Bon, je ne changerai pas ce qu'a dit mes collègues. Je suis tout à fait d'accord sur le principe où il vaut mieux se spécialiser tôt. Donc en DUT gestion logistique et ensuite évoluer dans ces métiers-là. Il y a la chance en fait dans ces métiers-là de pouvoir avoir l'alternance en université, ce qui permet à des personnes qui ont besoin de travailler tout en faisant leurs études, ils peuvent avoir cette possibilité-là. Parce qu'il y a des personnes qui inévitablement sont en reconversion ou des jeunes qui ont besoin de payer leur loyer. Vous avez la chance de pouvoir gagner en fait l'expérience professionnelle tout en faisant vos études, ce qui est encore en plein développement dans beaucoup de secteurs de l'université. Ce sont en fait des métiers, il y a énormément de possibilités
Et c'est selon, en fait, au fur et à mesure de vos options que vous vous spécialiserez. Donc le DUT GLT, c'est le diplôme, on va dire, de base. Et ensuite, vous pourrez choisir en licence si vous voulez devenir acheteur, si vous voulez devenir plus dans des métiers de transport, transitaire, affréteur. Vous pouvez choisir si vous voulez être plus en logistique, en projet, gestion de projet. Donc c'est vraiment la base. Et au fur et à mesure de votre évolution et de vos choix de carrière, vous pourrez vous spécialiser en licence et en master, sachant que vous pouvez aussi les faire en alternance. Donc voilà, c'est vraiment la possibilité, et même vous pouvez continuer, reprendre vos études au fur et à mesure de votre carrière. Vous pouvez faire des diplômes, parce qu'il y a des diplômes en fait de branches obligatoires. Si vous gérez de l'aérien, il faudra obligatoirement faire le IATA en fait, qui est un diplôme avec différentes catégories selon où vous intervenez dans le transport aérien. Vous aurez aussi les diplômes de l'ADR, ce sont les formations d'ADR qui vous permettra en fait de voir toute la réglementation pour le transport de marchandises dangereuses en route. Donc inévitablement, en fait, ce sont des métiers où vous serez constamment obligé de vous former. Ce n'est pas des métiers où vous dites bon j'ai mon DUT en poche, j'ai ma licence en poche, allez on y va, et puis on s'arrête sur ses acquis. C'est vraiment assez intéressant d'avoir cette chance, d'avoir des métiers où vous pouvez, tout au long de votre vie, évoluer, changer de carrière, parce que ce sont des connaissances de base, en fait. Si. Bon, moi, vous avez bien compris que je suis à la marge de ces métiers. Je ne suis pas transporteur, mais je suis assureur donc, de transport. Donc de transporteur, donc dans notre jargon, on appelle ça un assureur maritime. Donc pour en arriver là, comme je vous le disais en préambule, donc j'ai fait pas mal d'études. Je dois dire que le moment donc, des études, c'est le moment, entre guillemets, le plus facile. Je le vois sourire, et c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est après, par la suite, où, je dirais, tous les matins, je passe un examen, et tous les soirs, je passe un examen. Pire que le bac. C'est-à-dire, il faut que je rentre, il faut que je sois fiable vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis de moi-même également. Je ne dois pas raconter n'importe quoi à mes clients, je ne dois pas faire n'importe quoi. Si je me plante, je casse tout. Et c'est mon compte d'exploitation, c'est ça qui est important, c'est le compte d'exploitation. Le compte d'exploitation, il ne va pas être bon. Donc moi, mon compte d'exploitation, comme moi j'ai ma propre boîte, mon compte d'exploitation doit être bon. Donc j'ai toujours cette épée de Damoclès sur la tête. Bon, cela étant, c'est quelque chose donc, de passionnant. On ne peut pas vivre sans passion. On ne peut pas vivre sans, curiosité. Il faut être curieux, il faut aimer ce que l'on fait. Si vous faites quelque chose où tous les matins, quand vous vous levez avec la boule au ventre et avec le réveil qui est obligé de vous réveiller, vous ne vous réveillez pas avant le réveil, il faudra penser à faire autre chose. Faites-vous plaisir dans ce que vous faites. Le métier de ce que l'on fait, c'est un plaisir. Si on le fait sans plaisir, on ne sera pas bien dans toute sa vie. Et vous allez avoir, je vous dis, la boule au ventre. Donc là aussi, bon, c'était une parenthèse. Bon, sinon, pour arriver à la formation, donc la formation, comme je vous disais, donc on peut avoir une formation donc générale, donc au niveau assurance, et rentrer dans une compagnie d'assurance ou dans un cabinet d'assurance, où on va faire un petit peu ce que tout le monde fait. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à partir du moment où, et quel que soit le métier, on va dans ce qu'on appelle une niche, ce que les autres ne font pas, et posez-vous la question, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller là où tout le monde va, le marketing, le machin, enfin l'informatique, parce que tout le monde va là-dedans, mais c'est bouché. Il arrivera un moment où vous allez être dans un entonnoir, et je dirais ceux qui vont courir le plus vite, et vous ne courez pas forcément plus vite que les autres, ceux qui vont courir le plus vite vont vous piquer votre place, parce que c'est un petit peu la jungle. Par contre, vous avez des tas de métiers ou des tas de métiers ou d'activités où là, il n'y a pas personne, dont le transport d'ailleurs. Les gens ne vont pas dans le transport, pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent que c'est Marcel à bord de son camion qui nous embête la vie sur le contournement de Strasbourg, c'est ça le transport. Non, c'est pas ça le transport, c'est une partie du... Je vous vois rigoler, mais le t-shirt que vous avez, d'où il vient?
Ah, il doit venir de Chine. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un camion, il a pris un bateau, il a pris ce qu'on appelle un enjambeur. Donc vous savez, les gros systèmes donc, pour charger les bateaux. Il a été chargé à bord d'un bateau, il a fait des milliers de kilomètres en mer. Il est passé par le détroit de Malacca, il a fait le détroit d'Aden, il a remonté le canal de Suez. Bon, il a énormément voyagé et ça, on ne s'en rend pas compte. Il est arrivé à Anvers, il est arrivé peut-être au Havre ou à Marseille. Il a repris encore un camion, il est arrivé sur une plateforme de logistique. Il a été dégroupé, donc c'est ce qu'on appelle donc dans le jargon donc le dégroupage. Et après, c'est reparti donc dans des petits colis, donc sur des camions donc de livraison. Et il a été encore relivré chez vous parce que vous êtes allé le chercher avec votre voiture, le tram ou votre scooter. Donc le transport, c'est primordial. Vous arrêtez le transport, on ne vit plus. C'est tout bête, mais on ne vit plus. Imaginez les milliers de kilomètres qu'ont fait nos vêtements ou tous les biens que l'on utilise, que l'on mange également. S'il n'y a pas de transport, on crève. Donc ça, c'est hyper important. Et moi, assureur derrière, qu'est-ce que je fais? J'assure toute cette ligne logistique. Et assurer cette ligne logistique, on en apprend tous les jours. Donc il faut être curieux. Je dirais, la formation, une fois que vous avez choisi votre voie, soyez d'abord, et je répète, je suis peut-être un petit peu lourd là-dedans, soyez curieux et allez dans la niche. N'allez pas là où tout le monde va. Le transport, moi, l'assurance maritime, j'y suis arrivé tout à fait par hasard. J'ai répondu à des annonces à l'époque, j'ai envoyé des CV. Donc le marché du travail était dur, peut-être moins dur que maintenant, mais il n'était pas évident. C'était dans les années 80. Et ceux qui m'ont répondu, ça a été cette fameuse compagnie d'assurance maritime. Je ne savais pas du tout ce que c'était le transport. Je savais ce qu'était le droit, l'assurance, le droit civil, le droit pénal, et tout ça, comme tout le monde. Mais je ne savais pas ce qu'était le droit maritime. Le droit maritime, je l'ai appris en 6 mois. Parce que j'avais ma formation de base qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait aller chercher les éléments là où je savais que j'allais les trouver. Et je me suis fait mon propre, actuellement, je pense que j'ai un niveau de doctorat en droit maritime. J'ai été obligé donc de me mettre au niveau et de découvrir donc cette matière que je ne connaissais pas. Mais je l'ai découvert grâce à mon métier. Et jamais au monde je n'abandonnerai cette matière parce que je me fais plaisir. Surtout là, donc la notion de plaisir. Je me fais plaisir dans mon métier. Je voyage, donc je bouge beaucoup. Et j'en apprends tous les jours. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore eu un dossier. Il a fallu que j'aille traiter l'affaire donc à Londres. C'était la première fois que j'étais obligé de traiter un dossier comme ça sur Londres, parce que je n'avais pas la réponse que je voulais, parce que là aussi il faut une certaine expertise. Mon client avait une problématique donc, de couverture d'assurance. Sur le marché français, je ne l'ai pas trouvé. J'étais obligé d'aller sur le marché britannique pour trouver une solution. Et donc là, je lui ai trouvé une solution, mais il faut être extrêmement curieux. Ne pas se bloquer, ne pas se dire ça se fait pas, je ne peux pas le faire. Parce qu'à l'heure actuelle, en France, on a beaucoup, je le vois au niveau des compagnies d'assurance, à partir du moment où on arrive avec une problématique où on n'a pas une solution déjà toute faite, mais on ne fait pas. Non, je regrette. On arrive avec un problème, une problématique. La problématique, elle a toujours une solution. La problématique, elle a une solution parce que derrière, il faut trouver la personne qui va pouvoir s'intéresser à trouver une réponse. Et la réponse, on la bâtit. En plus, ce sont des réponses financières, on les bâtit. Donc c'est bon, de ce côté, il n'y a pas de souci. Mais si on ne trouve pas la solution chez Pierre-Paul Jacques, on va la trouver ailleurs. On va la trouver chez John ou John et Mary. Je dirais, on apprend tous les jours. Ce qui est important également, c'est après, lorsque vous arriverez donc, à nos âges, parce que vous y arriverez, transmettez votre savoir. La transmission du savoir, elle est hyper importante. Il ne faut pas garder son savoir pour soi-même, il faut le transmettre aux autres. Après tout, on est là de passage. Si ceux qui arrivent derrière nous sont obligés de tout réapprendre, non, ça ne vaut rien. On aura loupé notre vie. Donc, soyez rigoureux avec vous-même. Donnez-vous des coups de pied aux fesses quand il le faut. Parce que les autres, à la limite, si vous ne les donnez pas, on n'en pensera pas moins de vous. Mais ayez soif d'apprendre. Et la soif d'apprendre, donc vous l'avez déjà eu, je pense, je ne sais pas dans quel
classe vous êtes. Donc si vous êtes arrivé à ce niveau-là, c'est que donc, vous avez envie d'apprendre. Et continuez, ayez toujours cette soif d'apprendre et d'évoluer. L'évolution, moi, quand je vous disais tout à l'heure, quand je suis arrivé avec mon bac plus 5, j'étais un peu comme vous, je me disais, c'est bon, je sais tout. J'ai mon niveau de mon master, mon DESS et tout ça, on m'attend. Non, personne ne vous attend. Il va falloir faire son trou. Il va falloir faire son trou donc, dans l'entreprise dans laquelle on est. Faire ses preuves et ne pas dire... ne pas être soumis. Soyez, si vous avez un savoir, ce savoir, de toute façon, quand vous allez arriver en entreprise, le savoir, vous allez vous le faire dans l'entreprise. Et c'est là où c'est votre intelligence qui va jouer. C'est-à-dire que par rapport à vos diplômes, vous allez mettre en jeu le diplôme, il vous apprend à agir. Il ne vous apprend pas tout. Le diplôme, il vous apprend à agir et à trouver des solutions un peu à droite à gauche. Et après, c'est à vous d'apporter les solutions. Et à partir du moment où vous allez apporter les solutions, vous allez vous faire un nom. Et la solution, on va venir vous voir en vous disant « Ah ben tiens, c'est vous le sachant ». Moi, comment je suis devenu assureur maritime à mon propre nom? Maintenant, on vient me voir parce qu'on sait que je dépatouille des dossiers, excusez-moi, couper la caméra, merdiques. Les gens n'ont pas de solution. Ils disent « Ah ben oui, AEMM, on sait qu'ils ont des solutions sur là où les autres ne font pas ». Donc, dernièrement, j'ai assuré un bateau, un gros bateau de croisière sur Bordeaux. La personne, je ne la connais pas. J'ai assuré cette personne donc, depuis Strasbourg, donc, alors qu'il est à Bordeaux. Et Bordeaux, c'est une grosse place d'assurance maritime également. Et la personne m'a dit, ben non, moi dans mon milieu, je n'ai pas trouvé d'assureur. Mon assureur m'a dit, ah ben non, votre bateau est trop gros, je ne peux pas l'assurer. Et donc j'ai trouvé une solution. Je lui ai trouvé une solution, ça n'a pas été simple. Donc d'où mon transport à Londres, parce qu'il y avait des choses à faire. Et honnêtement, je me suis fait plaisir. J'ai trouvé une solution pour ce client. Mon compte d'exploitation, parce que ça aussi c'est important, mon compte d'exploitation va s'en trouver un petit peu mieux, parce que ce sont des primes assez conséquentes. Mais surtout, j'ai appris quelque chose et j'ai continué donc à avancer dans ma connaissance. Et pourtant, j'ai 58 ans et j'ai encore appris quelque chose. Donc, la curiosité, et puis le savoir, et la rigueur par rapport à vous-même. Si vous êtes rigoureux par rapport à vous-même, dans votre métier, vous le serez par rapport à vos clients, et votre client ou votre patron, mais un jour, vous serez votre propre patron, je le pense, parce que le marché de l'emploi à l'heure actuelle, on le voit quand il va être dans les 10 ans, 10-15 ans, vous serez vos propres patrons. Donc, de la rigueur. Au niveau des langues, j'en ai entendu parler, l'anglais hyper important, c'est ma deuxième langue maternelle. Et je pense que si j'avais vos âges, avec ce que je sais maintenant et ce que je pressens pour l'avenir, apprenez le chinois. C'est compliqué, mais apprenez le chinois. Les Chinois, je suis en relation d'affaires avec des entreprises en Chine. On parle anglais. Alors, parfois, c'est très moyen parce ils parlent l'anglais comme des vaches espagnoles. Nous, on a un niveau d'anglais qui est quand même relativement correct, mais eux, c'est quand même pas ça. Par contre, parler chinois, je pense que ça ouvrirait nettement plus de portes. Actuellement, je suis en relation d'affaires également avec un broker de Shanghai. C'est un Français et qui parle chinois. Quand je suis avec lui et qu'on est avec des clients chinois, alors je l'écoute. J'apprends rien du tout. Là, par contre, ça me fait râler, ça me fait rager parce que je n'ai pas le... Puis je ne vais pas m'y mettre maintenant, puis c'est très compliqué. Mais je suis obligé donc d'écouter de façon passive, alors que lui, il baigne là-dedans. Et ça améliore grandement donc les échanges. Et le monde se fait par les échanges. Donc je pense qu'on le voit, donc même si c'est un petit peu compliqué, même si au niveau industriel, tout ça, donc nous avons perdu dans notre pays, nous avons perdu beaucoup de parts de marché, mais le monde se fait actuellement par les échanges. C'est parti, on n'arrêtera pas ça, sinon bon, tout se cassera la figure, mais de toute façon on ne pourra pas. Vous avez des questions? Sinon, bon, voilà. Donc... Merci, Monsieur Minguez. Vous êtes allé au-delà de la question que j'avais posée, mais c'est exactement ce que je voulais poser ensuite, à savoir quelles sont les qualités, quels sont les conseils que vous donnez aux étudiants, aux lycéens pour réussir dans la logistique, mais aussi dans d'autres secteurs.
Donc je crois que vous avez donné toute une série de principes qui sont très importants, pas seulement pour ce secteur-là d'ailleurs. Mais peut-être avant de continuer, vous avez peut-être des questions, vous? Alors n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a écrit une question sur les petits bouts de papier qui vous ont été donnés? Non? Pas de questions? Bon, alors on peut peut-être continuer avec les autres intervenants pour aller dans le même sens, à savoir qu'est-ce que aujourd'hui on peut dire aux jeunes, en dehors de ce que vous avez déjà dit sur l'importance des langues, de la formation continue, de la curiosité, de la passion. Est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner aux jeunes qui sont là? Ce sont des métiers, oui, comme il a déjà été dit, où il faut être curieux, il faut faire preuve d'une grande organisation et être strict dans son travail. Ce sont des métiers en fait qui vous ouvrent les portes en fait des cultures internationales et des visions différentes. On parle de la Chine. On a la chance d'un sens d'être francophone, ce qui permet aussi d'ouvrir tout le secteur du continent africain. Il y a aussi l'évolution au niveau de l'Amérique latine. Si vous parlez espagnol ou portugais, vous pouvez travailler en fait dans la logistique ou le transport vis-à-vis de ce continent-là. Donc parler plusieurs langues, oui, c'est une chance. Et ça permet aussi d'obtenir des postes des fois plus élevés, étant donné que vous faites preuve, en fait, vous avez une force supplémentaire par rapport à d'autres personnes. Ce qui est une chance, en fait, aussi, quand on est passionné et quand on souhaite évoluer dans le secteur du transport ou de la logistique, c'est que techniquement, comme on peut bien le voir, il y a peu de personnes, en règle générale, qui y vont. C'est encore un métier de terrain où vous pouvez faire de très belles carrières. Il a été dit, d'autres secteurs comme le marketing, la communication, c'est extrêmement bouché parce que tout le monde y va. Le transport et la logistique, ce sont des secteurs où vous pouvez réellement faire votre place. Ce sont des secteurs où vous pouvez devenir votre propre patron, où vous pouvez devenir expert dans une entreprise, où vous pouvez devenir chef responsable d'une section. C'est vraiment encore, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, des possibilités énormes en fait de carrière, du moment que vous êtes intéressé et que vous êtes prêt en fait à tout le temps vous remettre en question. C'est vraiment des métiers où vous ne pouvez pas en fait vous arrêter sur ce que vous connaissez. Vous serez toujours dans une situation où vous aurez régulièrement des moments où vous vous dites ben ça je ne l'ai jamais fait. Des cas inconnus, des nouveaux problèmes, des choses qui n'ont jamais été faites, vous l'aurez. C'est extrêmement intéressant, mais il faut faire donc preuve d'un certain sens de la débrouillardise et il faut être prêt aussi à aller au-delà des moules concrets. Ce sont des métiers où je considère qu'il faut être expert, mais il faut aussi savoir preuve de créativité, savoir regarder et élargir son champ d'horizon et ne pas rester que sur une seule matière. Quand vous faites les études de gestion logistique et transport, vous avez du commerce international, vous avez du transport, vous avez du droit au contrat, vous avez vraiment une amplitude de matières qui en fait vous permettra au quotidien de savoir réussir les épreuves que vous aurez dans votre travail et pouvoir évoluer. C'est vraiment l'exigence du métier en fait. Merci. Monsieur Lehmann, peut-être? Je crois que tout a été dit. Encore une fois, pour faire très simple, tous les outils que vous allez acquérir dans le cadre de vos formations vont vous permettre, comme ça a été dit, d'avoir une encyclopédie. Mais il faut bien comprendre une chose dans ces métiers de transport et de logistique, il faut être créatif et ces outils ne sont pas un acquis définitif, c'est des outils qui vous permettront de créer d'autres outils qui n'existent même pas. Ça, c'est très important. C'est-à-dire des cas, on ne peut pas tout réglementer, on ne peut pas tout mettre dans des moules. Vous allez être seul bien souvent vis-à-vis de votre patron qui dit « j'ai pas envie de bloquer le transport, j'ai pas envie de ceci ». Le client qui n'est pas content, les réglementations des uns et des autres, mais c'est vous
qui allait devoir jouer avec tout ça. Donc des grandes responsabilités, des grandes richesses, des grandes remises en cause personnelles. Donc gardez bien ça à l'esprit, flexible, un maximum d'outils et possibilité à partir de là d'accepter le principe que les outils que j'ai à ma disposition, que j'ai obtenus au travers d'un cursus scolaire, étudiant, universitaire, etc., ce sont des outils qui me permettront d'en inventer d'autres. Et une fois qu'on a compris ça, vous allez être votre propre créateur et vous allez trouver plaisir à travailler. Monsieur Rognon. Merci. Bon, sur le savoir-être, tout a un petit peu été dit. Je vais juste balayer un petit peu le transport urbain en termes de potentiel d'emploi. Transport urbain en France, en gros, directement, c'est environ 100 000 emplois qui se répartissent pour moitié dans la plus grosse entreprise de transport urbain de France. C'est à Paris, c'est la RATP qui emploie un peu plus de 50 000 personnes. Et puis tous les réseaux urbains de province, CTS, Solea à Mulhouse, etc., emploient également environ 50 000 personnes en France. Vous avez des métiers principalement, c'est des métiers de main-d'œuvre. Les 2/3 des personnes qui sont dans les réseaux de transport, ce sont des conducteurs, conducteurs ou conductrices, métier parfaitement... là-dessus, il n'y a aucune discrimination. Ce sont des emplois de mécaniciens, ce sont des emplois de techniciens, etc., etc. Il y a un encadrement relativement faible dans ce type d'entreprise. Donc au sein même de ce type de métier, vous avez vous-même des possibilités d'évoluer. La plupart des métiers de maîtrise se font par promotion interne, etc., ou dans des groupes. Parce qu'en dehors de la RATP qui a 50 000 employés, la plupart des réseaux urbains, il y en a à peu près 250, 300 en France, appartiennent à des groupes de transport. Les deux principaux, c'est Keolis et Transdev. Donc, pour intégrer une entreprise de transport, soit vous le faites au niveau local, mais ce sera plutôt pour des métiers de type conducteur ou mécanicien, soit en interne, une fois que vous êtes déjà dans l'entreprise pour avoir des métiers de maîtrise, soit par l'intermédiaire d'un de ces trois groupes qui, eux, sont une sorte de soutien pour l'ensemble de leur réseau et ils vont gérer donc, les ressources humaines, les qualifications techniques, etc. Donc, encore hier soir, en regardant sur ces trois sites internet de la RATP, de Keolis et de Transdev, j'ai totalisé 300 annonces d'emploi. 120 à la RATP, 80 chez Transdev et 100 chez Keolis. Donc du profil du bac professionnel au bac plus 2, au bac plus 4, au bac plus 5, tout type de métier. Donc il y a ce qu'il faut. Ce serait le plus gros, je dirais le plus gros employeur et le plus gros débouché si on veut rester à des niveaux techniques. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait différentes composantes, les exploitants, les autorités organisatrices, donc ce sont les régions et les agglomérations, où là, les collectivités vont chercher plutôt des profils dans le domaine du transport, à double, si possible à double compétence, c'est-à-dire c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un seul diplôme ou une seule formation de transport, vous êtes hyper spécialisé. Vous avez la possibilité sur des études longues de type Bac plus 5 d'avoir deux profils de casquettes, une casquette transport que vous ferez en DUT ou en licence, et puis après de vous spécialiser dans un domaine de compléter plutôt, dans un domaine tel que le droit, tel que l'économie, tel que la géographie. Et ce type de profil est plutôt recherché auprès des bureaux d'études ou auprès des collectivités territoriales, parce que vous avez cette casquette transport, et puis vous avez une casquette qui vous permet aussi de jongler plus facilement avec les autres contraintes de la collectivité ou du bureau d'études, et vous apporter une vraie valeur ajoutée. Merci, Monsieur Rognon. Donc, je crois qu'on va conclure là la table ronde de l'instant métier. On n'a pas pu être complet, bien sûr, sur le secteur du transport et de la logistique. Hein. Il y a bien d'autres choses qu'il aurait fallu dire, mais je pense que nos intervenants nous ont permis déjà d'avoir une vision assez intéressante et assez large de ce secteur-là, et en tout cas nous faire comprendre que c'était un secteur
qui, même s'il n'est pas tellement connu, je crois que vous avez parlé de niche, c'est un secteur qui mérite qu'on s'y intéresse et il y a toute une série de carrières tout à fait intéressantes à faire, à condition bien sûr, qu'on arrive à se passionner, qu'on soit prêt à continuer à se former au-delà de la formation initiale, à condition qu'on fasse un effort en langue vivante, à condition qu'on ne compte pas forcément ses heures dans la journée, dans la semaine. Il y a certainement des choses intéressantes à faire dans ce domaine. Donc je vous remercie de nous avoir communiqué cette passion, ces passions que vous avez tous les uns et les autres pour des activités différentes dans un même secteur, celui du transport et de la logistique. Merci encore d'avoir consacré du temps.